Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Utopie, un autre monde est-il possible ? De Sophie Doudet avec L'Éléphant, la revue de culture générale. Née il y a 500 ans, l'utopie n'est pas toujours cet idéal inaccessible. Même le meilleur des mondes n'est jamais parfait. Qu'en faire au XXIe siècle ? Épisode 1. De 1984, de George Orwell, en 1949, à 2084, de Boualem Sansal, 2015, en passant par Ravage, de René Barjavel, 1943, et Globalia, de Jean-Christophe Ruffin, 2003, il semble que l'époque actuelle ait renoncé à l'utopie pour lui préférer la dystopie. L'évocation d'un lieu à la fois parfait et heureux, du grec eutopos, lieu du bonheur, a laissé la place à la fin du monde, aux ruines et au malheur. Le rêve s'est changé en cauchemar. L'idéal solaire s'est effacé devant les sombres projections catastrophistes. Dans Nous autres, Yevgeny Zamyatin décrit dès 1920 une scène terrifiante d'exécution où tout le peuple met à mort un opposant politique par l'intermédiaire du bras de fer d'un bourreau. Par cette dénonciation de la dérive totalitaire de l'utopie, l'écrivain russe achève peut-être, avant Orwell qu'il inspirera, 5 siècles d'espoir véhiculés par ce genre littéraire. L'utopie a perdu la tête, l'utopie est morte, vive la dystopie et l'anticipation désillusionnée. Les lendemains qui chantent ont été remplacés par le long ululement qui monte de la Caspienne à la mer Blanche, des bagnards victimes du régime stalinien, André Malraux. Mais l'idéologie libérale victorieuse n'a pas davantage tenu ses promesses et laisse à présent présager le spectre d'un effondrement climatique et d'une fin de l'humanité dans des œuvres d'anticipation à succès comme La Servante écarlate de Margaret Atwood en 1985 ou Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol en 1997. Déjà en 1960, le philosophe Émile Cioran constate dans un essai intitulé « Histoire et utopie » : « Aujourd'hui, réconciliés avec le terrible, nous assistons à une contamination de l'utopie par l'apocalypse. La nouvelle terre qu'on nous annonce affecte de plus en plus la figure d'un nouvel enfer. Les deux genres, l'utopique et l'apocalyptique, qui nous apparaissent si dissemblables, s'interpénètrent, déteignent maintenant l'un sur l'autre pour en former un troisième. Mais lequel ? Faudra-t-il que, entrant dans le XXIe siècle, le lecteur, à l'instar de celui de l'enfer de Dante, ait abandonné toute espérance ? Faut-il faire le deuil du rêve et du meilleur ? Un monde parfait ailleurs. Si l'imaginaire est de tout temps, l'utopie, elle, a une histoire. Longtemps, on ne conçoit ainsi qu'ailleurs le monde idéal de la perfection. Pour les poètes de l'Antiquité, Hésiode, Ovide ou Virgile, il est à chercher dans un passé lointain, un âge d'or. Mais il a existé, contrairement à l'utopie, dont la seconde étymologie précise bien qu'elle se situe nulle part, topos, lieu inexistant. Hélas, les âges d'airain et de fer succèdent au paradis sur terre avec les fléaux de la famine, du labeur et de la guerre. Le christianisme reprend en partie cette vision tragique de la destinée humaine, avec le péché originel et la chute. Adam et Ève quittent l'Éden bienheureux et prodigue. Mais on ne parle pas alors d'utopie. Tout juste Platon,
disciple d'un maître, Socrate, condamné à mort pour n'avoir pas cru dans les dieux et pour avoir espéré imposer aux hommes la vérité de la raison, aura imaginé un gouvernement idéal dans les lois. Mais il aura vite compris auprès de Denis de Syracuse que faire d'un roi un philosophe n'est pas chose facile. Non, il faut attendre la Renaissance pour qu'avec le mot « utopie », inventé par l'humaniste anglais Thomas More, la notion puisse surgir et s'épanouir. Un ailleurs meilleur et imaginaire qui fasse rêver les hommes et qui ne corresponde ni au passé révolu, ni au paradis. Pour que l'utopie advienne, il fallait peut-être en effet regarder un présent terrestre décevant, violent et corrompu pour oser le contester. Il fallait croire au progrès de l'esprit humain et se projeter dans un avenir bienheureux qu'on imaginait, cette fois, en ce bas monde. Il fallait une société en voie de sécularisation et que les premiers inventeurs des utopies soient des clercs tournés vers le monde des hommes. Thomas More, auteur d'Utopia en 1516, est un chanoine et un théologien, mais il est surtout un homme politique. François Rabelais, qui crée dans Gargantua, en 1534, l'abbaye de Thélème, est un moine qui obtient l'autorisation de devenir médecin. L'utopie est donc intimement liée au mouvement humaniste. Elle est le fruit d'intellectuels qui ont l'espoir de réformer leur société ou qui, du moins, élèvent la voix pour la critiquer en se dissimulant derrière l'excuse de la fantaisie et de l'imaginaire. Mais pour eux, la misère, les conflits princiers, l'intolérance religieuse ne sont plus tout à fait des fatalités. Héritier revendiqué d'un Platon idéaliste et profondément insatisfait du réel, que la Renaissance redécouvre alors avec enthousiasme, les concepteurs des utopies se servent des armes de la raison et de la fiction pour, prudemment, critiquer le réel. L'utopie n'existe pas, et bien des choses qui y sont établies sont absurdes, conclut Thomas More. Mais, il poursuit, je confesse facilement qu'il y a en la République des Utopiens bien des choses que je souhaiterais voir en nos villes de par deçà, sans pourtant véritablement l'espérer. La brèche du doute est désormais ouverte. More vient tout à la fois de créer un genre littéraire et un concept. Son ouvrage Utopia se compose de 2 parties. La première fait, classiquement, la critique du système politique et économique anglais de l'époque. More y fustige l'hypocrisie et les complots des courtisans, l'injustice sociale et la pauvreté dramatique de la population, notamment paysanne, aggravée par la mise en place des enclosures, passage de la propriété communale à la propriété privée. Mais toute l'originalité du livre réside dans le récit de voyage proposé en seconde partie par le navigateur Raphaël Itlodé. Il évoque sa découverte de l'île lointaine d'Utopia, de la République et de la ville d'Amoro, fondée par Utopus. D'emblée, la narration est marquée par un paradoxe essentiel. More multiplie les détails, les chiffres et les descriptions avec une volonté d'exhaustivité presque lassante. L'île est composée de 54 villes identiques, habitées par 6000 familles comportant chacune une dizaine d'adultes. Les logements sont tous les mêmes, sans serrure et munis de portes à 2 battants. On en change tous les 10 ans, on travaille 6 heures par jour et on dort 6 heures par nuit. Mais toute la toponymie de ce monde renvoie, par le jeu des étymologies érudites, au non-sens. Itlodé est ainsi un expert en balivernes. Amoro est la ville mirage ou mensonge. Elle est traversée par le fleuve Anhydre, c'est-à-dire sans eau. Construit en contrepoint exact du réel, l'or et les richesses sont sans valeur, le luxe est proscrit, les relations hommes-femmes sont relativement équilibrées, le temps de travail est réduit,
Les lois sont claires et peu nombreuses, l'éducation est obligatoire pour tous, la religion est peu importante, les villes sont propres et organisées suivant un plan géométrique parfait. Le récit de More dessine le fantasme d'un gouvernement des hommes dominé par la raison, l'ordre et la science, c'est-à-dire dirigé par des humanistes. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.